Le débat sur l'immigration n'est pas nouveau. Il a été posé, reposé, étudié, expérimenté dans tous les coins du monde, et à chaque fois que les États ont choisi d'ouvrir largement leurs frontières, sans contrôle, sans limite, avec l'idée qu'il suffisait de vivre ensemble pour se comprendre, les résultats ont été les mêmes. Prenez les États-Unis, un pays immense, riche, structuré. Et pourtant, malgré plus de 2 siècles de coexistence entre communautés, le pays n'a jamais été aussi polarisé qu'aujourd'hui. On y a vu des émeutes raciales d'une violence extrême, des tensions ethniques permanentes, et même par moments un climat de quasi-guerre civile. Dans certaines villes, les quartiers sont divisés selon les origines. Chacun reste chez soi, les identités s'empilent, et la nation, elle, se fragmente. Un autre exemple, l'Afrique du Sud. Là aussi, on a voulu croire à l'unité post-apartheid. On a célébré la réconciliation, la diversité, l'inclusion. Mais 30 ans plus tard, les faits sont là. Les tensions n'ont pas disparu, elles ont changé de forme. Les communautés vivent séparées. Les élites blanches ont construit des enclaves sécurisées, pendant que des candidats noirs appellent ouvertement à éliminer les blancs, comme on l'a entendu récemment dans une campagne politique. C'est ça, le résultat concret d'un vivre ensemble imposé sans base commune réelle. En France, le multiculturalisme n'a pas non plus apaisé les esprits. Il a installé un malaise durable. Chaque débat national est traversé par la question de l'identité. Le voile, les prénoms, les coutumes, la laïcité, tout est devenu source de crispation. Et ce malaise, il ne concerne pas seulement les autochtones. Il concerne aussi ceux qu'on appelle les immigrés. Ceux qui sont venus, ceux qui sont nés là, ceux qui sont entre les deux. Étant moi-même un Marocain né en France, je vis ce malaise, mais j'ai pris assez de recul pour comprendre que le problème ne venait pas des Français, mais de l'immigration qu'on leur a imposée. Le multiculturalisme ne crée pas une harmonie, il crée des poches séparées, il crée des tensions et il installe une forme de défiance permanente. Et ce constat n'est pas propre au monde moderne. Dans l'histoire aussi, les grands empires ont vacillé lorsqu'ils ont confondu ouverture et dilution. L'Empire romain, par exemple, ne s'est pas effondré uniquement à cause des armes. Il s'est effondré parce qu'il a dû gérer l'afflux massif de populations étrangères dans ses frontières. Des tribus entières, venues de l'extérieur, installées à l'intérieur, sans capacité d'intégration réelle. Les Goths, les Vandales, les Francs, ce sont eux qui finiront par désintégrer l'unité impériale. Et c'est toujours le même scénario. Quand les sociétés n'ont plus de frontières claires, physiques, culturelles, psychologiques, elles se fragilisent. Et à terme, elles s'effondrent. Un peuple, ce n'est pas une notion abstraite, mais c'est quelque chose de concret, de mathématique pratiquement. Des millénaires de vie sociale commune, des mœurs, des coutumes et des traditions qui émergent au fur et à mesure pour régir la vie de cette société. Y injecter massivement un corps étranger ne peut que créer un chaos. Aujourd'hui, ce scénario est déjà bien avancé en Occident. La question maintenant, c'est de savoir si le Maroc va reproduire les mêmes erreurs. Quand on parle d'immigration massive, on oublie souvent une chose essentielle, la capacité d'absorption. Accueillir des populations étrangères, c'est une chose. Les intégrer sans créer de déséquilibre majeur, c'en est une autre. Et cette capacité dépend de plusieurs facteurs. La démographie, l'économie, la stabilité sociale, les ressources disponibles. Le Maroc, sur ces 4 points, est dans une situation extrêmement fragile. D'abord, la démographie. Contrairement à ce que certains pensent, le Maroc n'est pas un pays en expansion. La transition démographique est déjà derrière nous. Le taux de fécondité est tombé à environ 2 enfants par femme. Et les projections sont claires, la population va stagner, puis décliner lentement. Ce n'est pas un problème en soi, mais cela signifie que le Maroc n'a pas besoin d'un apport massif de population étrangère pour se maintenir. Il a besoin d'emploi, de formation, de stabilité. Et c'est là que vient le deuxième point, l'économie. Le taux de chômage reste élevé, surtout chez les jeunes. En zone urbaine, plus d'un jeune sur 3 est sans emploi. Chaque année, des dizaines de milliers de nouveaux diplômés arrivent sur un marché déjà saturé. Le Maroc n'a pas terminé sa révolution industrielle. Il n'a pas atteint son seuil d'équilibre économique. Il est encore dans une phase de développement intermédiaire où chaque emploi compte, chaque opportunité est rare, chaque déséquilibre est coûteux. Et pourtant, sur ce marché déjà sous tension, on voit apparaître des formes de concurrence sociale inédites. Certaines offres d'emploi sont aujourd'hui formulées de manière explicite, réservées aux subsahariens. Dans un pays où des centaines de milliers de Marocains cherchent un travail, voir des critères ethniques appliqués dans l'embauche ne peut que créer une forme de ressentiment. À ce niveau, le Maroc ne peut pas se permettre un dumping social déguisé en humanisme, il en va de sa cohésion. Troisième point, l'infrastructure sociale. L'accès au logement, aux soins, à l'éducation, à la sécurité, tous ces services publics sont déjà sous pression. Dans certaines villes, les écoles sont saturées, les hôpitaux sont débordés, les quartiers populaires manquent de tout, sauf de tension. Ajoutez à cette équation des dizaines de milliers de nouveaux arrivants, souvent sans ressources, sans logement, sans encadrement institutionnel, ce n'est pas du progrès, c'est une fuite en avant.
Et enfin, il y a la question de l'équilibre social. Le Maroc est un pays où l'unité nationale repose sur un socle culturel fort, un héritage religieux, historique, linguistique, territorial et tribal. Et quand on introduit dans cet équilibre des populations issues d'univers totalement différents, avec d'autres référents, d'autres pratiques, d'autres attentes, il faut être lucide. Le choc est inévitable. Dans le rapport à l'espace public déjà, on voit émerger sur les réseaux sociaux certains contenus produits par des migrants installés au Maroc, où des femmes marocaines sont abordées dans la rue dans des formats voyeuristes, sans respect du cadre culturel local. On observe dans plusieurs grandes villes la multiplication de lieux de culte évangéliques informels, parfois non déclarés, dans un pays où tous les cultes sont censés être encadrés par l'État. Dans certains établissements universitaires, des cas de prosélytisme par des évangéliques ont été signalés, en contradiction avec la législation marocaine qui interdit formellement toute tentative de conversion. En 2009, le royaume a expulsé une citoyenne américaine qui était venue faire du prosélytisme au Maroc. Cela avait valu au royaume l'hostilité de son père qui était secrétaire d'État adjoint des États-Unis. Plusieurs congressmen ont cherché à nuire au Maroc pendant une décennie à cause de cette histoire. On constate une forme d'incohérence. Là où l'État a su faire preuve de fermeté par le passé face à des puissances étrangères, il semble aujourd'hui désarmé face à des violations portées par des acteurs beaucoup plus faibles. Ce genre d'action crée des lignes de fracture, or une société ne peut pas se permettre de multiplier les lignes de fracture quand elle n'a pas encore consolidé ses propres fondations. Ce que l'Occident n'a pas compris à temps, le Maroc n'a pas le luxe de l'ignorer. Ce qui se passe aujourd'hui au Maroc n'est pas uniquement le fruit du hasard ou d'un manque d'anticipation. C'est aussi le résultat d'une idéologie internationale structurée qui considère la migration comme une fatalité, voire comme une obligation. Derrière cette idéologie, on trouve des fondations puissantes, des ONG bien implantées et surtout une vision du monde qui ne nous appartient pas. L'Open Society de George Soros est un acteur concret qui revendique publiquement son engagement pour la libre circulation des individus, la mobilité humaine et le dépassement des frontières nationales. Dans de nombreux pays, cette fondation finance des campagnes, soutient des associations, pousse à la reconnaissance de nouveaux droits pour les migrants, souvent en contournant les débats démocratiques locaux. Le Maroc n'échappe pas à cette logique. Des ONG actives sur le territoire marocain, comme GADEM, reçoivent des financements européens et internationaux pour favoriser l'inclusion, changer les représentations, lutter contre les discriminations. Leurs actions prennent la forme de pièces de théâtre dans la rue où une fillette marocaine joue la compagne d'un migrant rejeté par ses méchants voisins marocains. On n'est plus dans l'humanitaire. On est dans la fabrication émotionnelle et la propagande la plus vile. L'exemple, j'ai ma fille qui s'est mariée avec un migrant et elle va vous donner l'exemple, ma fille. Voici mon mari, il est le meilleur. Et moi, je vis une vie merveilleuse. Et cette fabrication suit un modèle bien connu. Déconstruire les repères, culpabiliser la population locale, valoriser la fusion et le métissage comme idéal moral. Derrière les slogans sur la tolérance, il y a un projet idéologique clair, créer des sociétés fluides, sans ancrage, sans structure identitaire forte. Un peuple attaché à sa culture, à son sol, à ses traditions, est vu comme un problème. Un peuple ouvert, métissé, réconcilié avec l'autre, est vu comme un modèle. Et pour y parvenir, on agit par étapes. On banalise l'immigration, on moralise l'accueil, on criminalise la moindre réserve. Cette stratégie est appliquée partout. Et elle est d'autant plus efficace qu'elle ne vient pas de gouvernements, mais de réseaux transnationaux, de bailleurs, de think tanks, d'instances juridiques internationales qui n'ont aucun compte à rendre au peuple. Le Maroc, dans ce dispositif, est vu comme un laboratoire, un pays stable, au carrefour de l'Afrique et de l'Europe, gouverné fermement mais soucieux de son image à l'international. C'est l'endroit idéal pour tester une réforme des mentalités sans trop de résistance. Et ça fonctionne. Les financements affluent, les discours changent, les autorités hésitent, et l'opinion, lentement, est rééduquée. Pour qu'une idéologie étrangère prenne racine dans un pays, il faut plus qu'un financement. Il faut des relais locaux, des mentalités préparées, des discours prêts à l'absorber. Et malheureusement, au Maroc, ces relais existent. Pas toujours organisés, pas forcément malveillants, mais profondément alignés avec une logique qui fragilise le pays. Le premier, c'est l'islamisme compassionnel. Un réflexe très répandu, ils sont musulmans, donc ce sont nos frères. Un raisonnement simple, émotionnel, qui empêche toute forme de recul. Dans cette vision, accueillir devient une obligation religieuse, refuser devient une trahison morale. Peu importe les chiffres, les tensions, la réalité du terrain.
L'essentiel, c'est l'image. L'image d'un Maroc généreux, tolérant, hospitalier. Même si cette hospitalité se fait au détriment de ses propres citoyens. Mais l'islam n'a jamais été un appel à la naïveté. L'histoire musulmane est remplie d'exemples où la lucidité stratégique prime sur l'émotion. Et pourtant, ce réflexe compassionnel persiste. Il anesthésie la vigilance, il disqualifie toute critique, et il transforme une stratégie migratoire en devoir religieux imaginaire. Le deuxième relais, c'est le panafricanisme mal digéré. L'idée que nous sommes africains, donc que les subsahariens sont nos frères, et que refuser leur présence, c'est se renier soi-même. Mais ce discours oublie un fait simple, la géographie ne fait pas l'identité. Le Maroc a toujours été un pays du Nord, méditerranéen, arabo-berbère, séparé du reste de l'Afrique par le plus grand désert du monde. Une simple excursion militaire d'un sultan marocain au XVIe siècle à Tombouctou, et voilà qu'on invente un Maroc profondément enraciné dans l'Afrique historiquement, et pour honorer cette histoire, le Maroc doit maintenant accueillir l'Afrique entière. Certes, il y a eu des échanges, des alliances, des influences, mais jamais une fusion. L'unité africaine, en réalité, n'a jamais existé ailleurs que dans les discours militants. Et ce que ce panafricanisme oublie, c'est qu'il fonctionne à sens unique. Car pendant que le Maroc tend la main au nom de l'unité, certains mouvements subsahariens radicaux parlent déjà de reconquête de l'Afrique du Nord. Il suffit de voir comment une partie de la jeunesse subsaharienne s'exprime sur les réseaux, sur les Marocains, sur les Maghrébins. On n'est pas dans de la solidarité, on est dans la naïveté extrême. Et la naïveté en géopolitique, ça se paie très cher. Troisième relais, le gauchisme affectif. Là, on quitte la religion ou la géographie. On entre dans la psychologie. Certains Marocains, surtout dans les milieux urbains connectés, ont intégré l'idée que le devoir suprême, c'est de plaire à l'étranger. C'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome du compliment recherché. On agit moins pour le bien du pays que pour obtenir une validation venue d'ailleurs, un tweet flatteur, un reportage élogieux, une ONG satisfaite. On se soumet à des valeurs universelles qu'on n'a jamais choisies. On sacrifie ses équilibres internes pour mériter l'approbation de ceux qui souvent n'ont aucun respect pour notre culture. Ce gauchisme-là n'est pas idéologique, il est affectif. C'est un besoin d'amour, un besoin d'être vu comme gentil, ouvert, accueillant, même si ça signifie s'oublier soi-même. Et c'est ce besoin qui pousse certains à s'excuser, à culpabiliser, à condamner ceux qui osent dire « il y a un problème ». Et ce qui est le plus frappant, c'est que certains migrants eux-mêmes ont compris ce mécanisme. Ils savent très bien qu'il suffit de se filmer dans une situation banale, dans la rue, sur une place, à l'entrée d'un bâtiment, et d'y coller une musique triste, une légende sur le racisme, l'exclusion ou l'inhospitalité pour déclencher l'effet attendu. Dans les commentaires, on voit des centaines de Marocains à genoux en train de présenter leurs excuses, de justifier, de s'excuser d'exister, comme si c'était un honneur d'être accusé d'oppression chez soi. C'est une double indignité. D'un côté, venir de manière irrégulière dans un pays étranger, y filmer des scènes montées, puis accuser ce pays de maltraitance, alors qu'ils n'y sont ni invités, ni attendus. Et de l'autre, céder à ce chantage moral, sans dignité, comme si être traité d'inhospitalier était pire que d'être dépossédé. C'est de la soumission symbolique. Cette logique n'a pas de fin. Plus on s'excuse, plus on renforce le discours victimaire. Et plus on veut prouver qu'on est gentil, plus on invite à être méprisé. Le plus grave dans tout ce que je viens d'exposer, ce n'est pas l'immigration. Ce n'est même pas les réseaux étrangers, ni les idéologies importées. Le plus grave, c'est qu'au Maroc, personne n'en parle. Pas parce que le sujet est trop sensible, pas parce qu'il y aurait une peur quelconque, mais parce qu'il n'y a tout simplement aucune conscience politique réelle. Le peuple marocain s'intéresse à la géopolitique. Il suit les conflits, les alliances, les grandes manœuvres internationales. Mais dès qu'il s'agit de son propre pays, de ses propres équilibres, plus rien. À part le prix des tomates ou de l'huile, aucun sujet ne déclenche une réflexion profonde. Les partis politiques, ils sont à l'image de leur époque, sans colonne vertébrale, sans vision, sans courage. Ils gèrent le quotidien, ils évitent le débat, ils suivent le courant. Les influenceurs, beaucoup se comportent comme des gauchistes numériques. Ils relaient, consciemment ou non, la propagande de l'ouverture absolue. Ils appellent à l'inclusion, à la tolérance, à l'accueil, sans jamais poser la question des limites. Ils ne défendent pas leur pays, ils défendent une image. Et dans cette image, le Maroc n'a plus d'identité. Il devient un territoire vague, ouvert à tous, censé aimer tout le monde, même ceux qui le méprisent. Le peuple, lui, est matraqué par ces discours. Publicité, campagne de sensibilisation, intervention dans les écoles, séries télévisées, tout pousse dans le même sens. Et à force d'être exposé à cette vision unique, il ne sait plus formuler une pensée claire. Il est intellectuellement désarmé, incapable de structurer une réponse cohérente face à ce qu'il ressent confusément.
Quant aux élites médiatiques, elles sont dans une autre dimension. Beaucoup ont été formés en France sur les bancs d'universités marqués par l'idéologie de mai 68. Ils ont absorbé un discours post-national, post-identitaire, progressiste, et aujourd'hui ils essaient d'importer cette idéologie au Maroc, comme si le pays devait lui aussi vivre sa révolution culturelle avec 50 ans de retard. C'est ce cocktail, ignorance populaire, propagande influente, élite déracinée, qui fait qu'aujourd'hui, le débat est impossible. Et c'est pour ça que je parle. Parce que si personne ne dit les choses, le Maroc ne pourra même pas dire qu'il ne savait pas. Il y a encore des gens qui croient que ce phénomène va passer, que ce n'est qu'une phase, qu'il suffit d'être patient. Mais l'histoire nous montre toujours la même chose. Quand un peuple ne veut pas voir, il finit par subir. Ce que vit le Maroc, d'autres pays l'ont déjà traversé. La France, l'Allemagne, la Suède, les États-Unis. Tous ont cru que l'ouverture suffisait. Ils ont accueilli, excusé, toléré, et aujourd'hui, ils se retrouvent face à des tensions qu'ils ne savent plus contenir. Et face à ces tensions, ce ne sont pas les progressistes qui montent, ce sont les radicaux. Parce que face à un problème radical, il faut une réponse radicale. Et ce basculement, il ne faut pas le souhaiter, il faut l'éviter. Mais pour l'éviter, encore faut-il avoir le courage de nommer les choses avant qu'il soit trop tard. Le peuple marocain a encore cette chance, mais elle est en train de se réduire. Parce que ce que nous avons en face de nous, ce n'est pas un flux spontané, ce n'est pas une somme de malchance. C'est un projet idéologique, maléfique, structuré, financé, relayé, promu. Un projet qui ne vise pas l'hospitalité, qui ne vise pas la coexistence, mais la dissolution. Et face à ce projet, la naïveté est une complicité. On ne combat pas un projet destructeur avec des mots doux. On ne répond pas à une stratégie de conquête par des poèmes sur l'amour. On ne défend pas un pays avec de la bonne volonté. Il est temps de choisir. Subir en silence ou se relever avec lucidité. Le Maroc n'est pas condamné. Mais si les Marocains refusent de se réveiller, ils disparaîtront. Et dans cette vie comme dans l'au-delà, on n'a que ce qu'on mérite. Être patriote, ce n'est pas seulement se gargariser de nos victoires diplomatiques, répéter que le Sahara est marocain ou parler de caftan. Pour beaucoup, la langue devient plus lourde quand il s'agit de dénoncer cette dérive migratoire. Pendant qu'on est focalisé sur l'Est, on pourrit de l'intérieur. Nous sommes français, nos ancêtres des Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, plus espagnol, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes.